Espace TV. Merci d'être des nôtres, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de cette édition, l'arrêt des travaux routiers à Sangoya et Kisosso freine la circulation. Il cause d'énormes embouteillages, riverains et usagers en payent les frais. Et puis, quel avenir pour les droits de l'homme en Guinée? La situation est inquiétante pour l'heure, selon un rapport de la Commission africaine des droits de l'homme en Guinée. Bienvenue encore une fois. Quand allons-nous finir avec les retards dans l'exécution des travaux? Difficile de répondre à cette question et pour preuve, nous vous envoyons à Sangoya et à Kisosso où les travaux sont arrêtés pour la énième fois, causant ainsi d'énormes difficultés aux usagers. Mamadou Saliouba et Ibrahim Souma. Les travaux avaient commencé comme si rien ne pouvait les arrêter. Mais quelques jours plus tard, et comme d'habitude, à Sangoya, dans la commune de Matoto, toutes les machines sont à l'arrêt. Et les usagers l'ont bien constaté. Au départ, les travaux avaient bien débuté par la société. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui a fait l'arrêt de ces travaux. Donc si c'est au niveau de la société ou du gouvernement, on ne le sait pas. Seule certitude, aucun travailleur sur les lieux. Et la trace laissée par les machines ralentit davantage le trafic. Les véhicules circulent désormais sur une seule ligne, difficile de stationner, difficile de circuler. Alors un conseil. Moi je vais leur dire d'attendre au moins pour avoir au moins tous les moyens possibles pour que quand je commence, ils arrivent à terminer. Parce que quand je commence et je n'arrive pas à terminer, ça va aussi jouer sur la population parce que les anciens. Donc quand je commence quelque chose, il faut que je termine. Accélérer puis lever le pied, en Guinée ce n'est pas nouveau. À quelques mètres de là, Kisosso. Ici encore et pour la énième fois, les travaux sont arrêtés, rendant la tâche plus difficile aux policiers qui doivent gérer des querelles, mais aussi aux conducteurs. Regardez derrière notre bus là, les parasocs, tout est enlevé. Ils n'ont qu'à nous aider. Ils ont laissé encore, abandonné. On ne sait pas pourquoi. Si ça dépend en haut là-bas ou bien en bas. En Guinée, plusieurs travaux publics sont préfinancés par des entreprises. Des entreprises qui finissent souvent par arrêter les travaux, faute de remboursement. Les déchets de noix de coco peuvent-ils être transformés en charbon écologique? Un jeune ingénieur guinéen âgé d'une trentaine d'années détient aujourd'hui une place dans la production locale. Depuis plusieurs années, ce jeune a entamé des recherches sur la transformation des noix de coco en charbon. Comment parvient-il à transformer les résidus en charbon et lutter contre la coupe abusive du bois? C'est dans cet entretien réalisé par Mohamed Valek Touré et Yacouba Traoré. La coque de coco est un des résidus aujourd'hui valorisés de façon artisanale en Guinée. Une activité qui représente une opportunité d'affaires pour certains dans un contexte de raréfaction de la ressource bois. Ce jeune entrepreneur âgé d'une trentaine d'années stocke des tas de coques de coco afin de les transformer en charbon depuis une petite unité de séchage. Dès que vous avez la matière première, le déchet, que les autres appellent déchets, vous venez d'abord vous diminuer le taux d'humidité. Vous les séchez. Une fois ça c'est fini, vous les carbonisez. Après la carbonisation, on obtient une poudre. Ce poudre-là, maintenant, vous le mélangez avec le liant. Entrepreneur et autodidacte, ce jeune détient aujourd'hui une place dans la production locale. Depuis plusieurs mois, il a entamé des recherches sur la transformation de noix de coco en charbon. Ces nouvelles connaissances acquises lui ont permis la fabrication du charbon grâce à une petite unité de transformation qu'il a créée. Le vrai problème d'abord, c'est la production. La commercialisation, l'objectif visé, c'est d'apaiser le panier ménager parce que je sais d'où je viens. En manque d'appareils adéquats, c'est à travers le soleil que le séchage est fait. Cela peut prendre 3 à 4 jours. Résultat, la richesse du charbon en carbone. Ce charbon peut être utilisé pour les ménages à revenus moyens.
L'objectif étant de contribuer à la réduction des déchets organiques en Guinée. J'ai besoin des équipements. S'il y a les moyens à ma disposition, je vous le jure, ce que vous appelez comme ça la fatalité ou bien problème, ça serait un avantage pour le pays. Les coques de noix de coco jetées par des exploitants agricoles et les entreprises de transformation constituent une source de pollution de l'environnement. L'initiative vise donc à valoriser les coques de noix de coco en tant que sous-produits de fabrication pouvant être transformés en charbon, contribuant significativement à l'économie durable en Guinée. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a fait le diagnostic des droits de l'homme en Guinée. Dans un rapport publié le 25 août dernier, elle a exprimé sa préoccupation de la situation qu'elle juge inquiétante en Guinée. Quel avenir pour les droits de l'homme en Guinée? Notre reporter Antoinette Dedonivogui a tendu son micro à un connaisseur des droits humains. Suivez. Mettre fin à la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ou encore l'instrumentalisation de la justice, voilà les arguments des forces spéciales guinéennes pour justifier leur putsch et le renversement d'Alpha Condé. Pour aussi, disent-elles, cesser le piétinement des droits citoyens. Sur ce point, force est de constater que le bilan de la junte est loin d'être reluisant selon le communiqué dressé par la Commission africaine des droits humains et des peuples. Les informations reçues révèlent que non seulement les manifestations de l'opposition politique et de la société civile sont de plus en plus réprimées, mais qu'elles sont également le théâtre d'un usage excessif de la force par les forces de sécurité qui se traduit par une multitude d'arrestations, de blessés et plusieurs décès. Des nouvelles encore plus récentes indiquent que le gouvernement a décidé de dissoudre le Front national pour la défense de la Constitution, un mouvement citoyen qui a été créé en avril 2019. Depuis son arrivée au pouvoir, le MDT et les ONG guinéens déplorent la multiplication des violations des droits humains par le CNRD. Une situation qui s'est encore dégradée avec le contenu de ce rapport caustique, selon Maître Frédéric Loa. Nous sommes au regret de constater que la Guinée fait face à de graves défis en termes de respect et de promotion des droits de l'homme. Nous assistons à de graves violations des droits de l'homme dans ce pays depuis ces derniers mois, alors qu'il était important pour la Guinée d'éviter pareille situation, eu égard un peu au passé de ce pays en termes d'héritage de violation des droits de l'homme. Étant porteur d'espoir à son arrivée le 5 septembre, les paroles du colonel sur le respect des droits humains sont belles, mais les défenseurs des droits de l'homme restent tout de même prudents. Au-delà d'être prudents, nous sommes inquiets au regard de l'évolution un peu de la situation des droits de l'homme sur le terrain. Vous vous rappelez qu'on dénombre déjà 6 morts. Il y a des cas d'arrestation, il y a des cas de dissolution d'associations pro-démocratie, il y a des cas d'intimidation. Et tout cela nous amène à être inquiets et nous amène encore davantage à interpeller les autorités. Face à ces actes de violation des droits garantis par la Charte africaine, la Commission africaine demande aux autorités guinéennes de prendre des mesures, notamment celle de garantir la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, le droit à la vie et l'intégrité physique de tous sur son territoire. Les forces vives de la nation, le gouvernement et le CNRD n'arrivent toujours pas à s'entendre sur le chronogramme de la transition, une situation qui risque de jouer sur la mise en œuvre de la transition. Rosaline Gotomonimou et Djibril Kabak Kamara. Alors que le ministre porte-parole du gouvernement affirme que la durée de la transition a démarré le jour de son adoption par le CNT, le ministre secrétaire général à la présidence parle du 5 septembre et affirme que les 36 mois sont indiscutables. Face à cet état de fait, les politiques se demandent sur quelle base le dialogue se fera. On va dialoguer sur quoi? Nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord sur les 36 mois. Vous dites que les 36 mois, c'est non négociable et que vous avez déjà commencé à exécuter le programme. Nous ne sommes pas associés. On ne sait pas comment vous avez trouvé les 36 mois. Nous avons proposé, nous, 16 mois. On considère qu'on peut dialoguer, on peut se retrouver au bout de 16 mois, on peut finir ça.
Pour le secrétaire exécutif du Conseil national de la société civile guinéenne, les discussions interminables entre les forces vives de la nation, le CNRD et le gouvernement ne favoriseraient pas un démarrage effectif de la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Aujourd'hui, l'opportunité qu'on devrait saisir était de s'entendre et aller à la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Ange Gabriel Haba trouve que tant que les discussions durent entre les acteurs, au même moment la transition va durer. Et tant que la transition dure, la crise va s'enlisser et l'instabilité sociopolitique va se renforcer. Aucun Guinéen n'a intérêt que la mise en œuvre des activités liées au retour à l'ordre constitutionnel ne démarre pas aujourd'hui. Parce que quand ça ne démarre pas, cette instabilité que nous évitons tous, nous allons perdurer dedans. Et ça a beaucoup plus de conséquences que d'avantages au regard de la situation que nous vivons aujourd'hui. Le vice-président de l'UFDG sollicite un cadre de dialogue structuré, c'est-à-dire mettre autour de la table les parties en conflit. En conférence de presse ce mardi, les deux porte-paroles de la présidence et du gouvernement s'étaient plutôt prononcés sur le séjour prolongé de Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré. Si pour l'opinion et les principaux concernés, ces leaders sont forcés à l'exil politique, tel n'est pas le cas pour les autorités de la transition. Interrogé par nos reporters, l'un des vice-présidents de l'UFDG soutient que son président est bien à mission du parti. C'est un reportage de Mariam Fodé Camara et Ibrahim Souri Camara. Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et plusieurs autres leaders politiques et sociaux séjournent depuis plusieurs mois à l'extérieur du pays. Ils sont considérés par certains observateurs comme des exilés politiques. Pour le ministre porte-parole de la présidence, ces deux personnalités, élargies à tous les autres Guinéens à l'extérieur en ce moment, peuvent rentrer en Guinée quand ils veulent, car il n'y a aucune mesure qui interdit leur retour au pays. Les citoyens qui ont décidé de sortir du pays pour des convenances perso, qui pourront rentrer en Guinée comme ils veulent, puisque rien ne les interdit de rentrer en Guinée. Et un déplacement privé à de l'exil, ça relève d'une manœuvre de nature à ternir l'image de notre pays hors de nos frontières. À l'UFDG, le débat est tout autre. Pour le vice-président, Cellou Dalein Diallo est en mission du parti à l'extérieur. Par ailleurs, Fodé Oussou Fofana évoque le harcèlement juridique contre son président qui l'amène à douter de la justice. Écoutez, vous savez que le président Cellou, quand il quittait la Guinée, il est passé par l'aéroport. Donc il est sorti officiellement, d'abord pour objectif d'aller remercier les militants à l'extérieur. Mais aujourd'hui, il va venir sur la base de quoi? Il a le droit, en tant que Guinéen, d'avoir des doutes sur la justice. Dans le dossier Air Guinée et son domicile de Dixine, les cadres du parti s'interrogent. Vous avez le dossier de Air Guinée, dans lequel le président Cellou considère que c'est un harcèlement. Est-ce qu'il y a un seul Guinéen qui est capable d'aller dire à Cellou, reviens? Quelle garantie là? Fodé Oussou Fofana estime tout de même qu'il est de la responsabilité du président Cellou Dalein Diallo de décider de rentrer ou de rester à l'étranger. La Maison des associations et ONG de Guinée suit de près l'évolution de la transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Après un an de gestion de la junte militaire au pouvoir, ces acteurs de la société civile dressent les acquis et les défis pour éclairer la lanterne de la population. Cette démarche représente pour eux un acte patriotique pour la réussite de la transition en cours. Suivez. Avec ces acteurs de la société civile, c'est l'intérêt général de la Guinée qui est d'abord mis en avant. Il y a un an, depuis le 5 septembre 2021, que le CNRD prenait les destinées de la Guinée suite à un coup d'État. Du renversement d'Alpha Condé à nos jours, quels sont les actes qui sont posés dans le cadre de la refondation? Le bilan est le jeu selon ces activistes. Sur le plan institutionnel, nous avons constaté la dissolution de toutes les institutions républicaines, la mise en place des organes de la transition, le CNRD, le CNT, le gouvernement, la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières, la CRIEF, la mise en place de la commission Vérité et Pardon, l'acceptation de la médiation de la CEDEAO,
La volonté exprimée des nouvelles autorités à promouvoir le vivre ensemble est un point qui n'échappe pas à ces acteurs de la société civile. Ils félicitent la libération des détenus politiques, le retour des exilés du régime de fond, la promotion des jeunes à des postes de responsabilité non les moindres. La Maison des associations, dans son rôle d'observateur, relève cependant quelques insuffisances constatées pendant cette transition. La non-déclaration des biens des membres du CNRD et du gouvernement. L'utilisation injustifiée de la vente des véhicules mis aux enchères par les membres du CNRD. La restriction des libertés individuelles et collectives, notamment la liberté de manifestation. Détention prolongée de plusieurs acteurs sociopolitiques sans procès. Ces observateurs de la société civile déplorent l'absence d'un véritable cadre de dialogue devant conduire à un chronogramme consensuel de la transition. Il en est de même de la mauvaise organisation des assises nationales. Et puis après le lancement du courant électrique dans la préfecture de Boké, la population était fortement mobilisée ce lundi pour remercier le gouvernement de la transition. La cérémonie a connu la présence des autorités locales à la maison des jeunes de Boké, Oumar Sori Kamara et Aïssatou Kesso. C'est à travers un meeting géant que les autorités locales et la population de Boké ont manifesté leur joie à quelques jours seulement après le lancement officiel de la ligne d'interconnexion Kaleta-Boké 24 heures sur 24. Une première depuis l'indépendance de notre pays. Cette grande mobilisation, c'est de prouver au gouvernement que le don qui a été offert à la population, c'est-à-dire le courant, est salutaire. C'est pourquoi les femmes, les jeunes sont venus massivement pour prouver au gouvernement. Depuis des années, la ville de Boké a connu des manifestations ostentatoires, faisait des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Si Boké, qui a connu des mouvements de troubles par le manque d'électricité, où il y a eu la perte en vies humaines de nos frères à Boké, si Boké a perdu ses bâtiments, si Boké a eu ses frères, sa jeunesse amputée par ces différentes manifestations à cause du courant, et qu'aujourd'hui, Boké a le courant, ça ne peut que nous réjouir à plus d'un titre. C'est un événement historique pour Boké et pour toute la Guinée. Je pense que cet événement doit être fêté pour prouver au monde entier que Boké est content. Au-delà de l'électrification du centre-ville de Boké, les femmes plaident les nouvelles autorités du pays de leur venir en aide sur les voiries urbaines et l'extinction d'adduction d'eau potable dans les ménages. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui. Ils nous ont aidés à avoir le courant, qu'ils nous viennent en aide pour reprofiler nos routes et avoir de l'eau dans nos ménages. Et cette édition s'achève. Merci pour l'attention et l'intérêt. Très bonne suite de programme sur Espace TV. Bonne soirée à tous.